toutes et à tous sur Made in Africa. C'est une plateforme qui est dédiée à la promotion des acteurs africains de l'innovation, de l'entrepreneuriat et du développement. Donc, nous retrouvons depuis le mois d'octobre 2020 tous les 15 jours en moyenne pour adresser ensemble les enjeux relatifs aux grandes transitions du continent africain. Et nous allons aujourd'hui dérouler l'épisode numéro 2 de la série des Plug Talks consacrée à la transition digitale. Donc, en l'espace d'une heure, nous allons aborder plusieurs aspects de cette transition, liés notamment aux formidables opportunités du développement d'une économie numérique inclusive et durable, en ayant la chance de bénéficier de la vision d'un opérateur téléphonique majeur qui aujourd'hui offre des solutions bancaires et de paiement. Nous allons aussi aborder l'importance de la formation à ces nouveaux outils financiers pour promouvoir donc ces outils financiers et aussi pour pouvoir comprendre comment, grâce à la transition digitale, de nouveaux modes d'accompagnement de projets sont mis en place. Donc, avant de commencer, je vais donner la parole à chacun de nos orateurs qui ont eu la gentillesse de nous rejoindre aujourd'hui pour partager avec nous leur expertise. Donc, chers intervenants, je vous demanderai donc de bien vouloir vous présenter, de nous parler de vos activités et, dans un second temps, de partager avec nous votre vision des opportunités que représente pour vous cette formidable transition numérique pour le continent africain. Alors, je propose à Madame Onine de commencer. Merci, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi de partager ce panel avec vous. Je suis Ayodele Oni, responsable de Urami Consulting, une structure spécialisée dans l'éducation financière, le renforcement de capacités et l'accompagnement des startups et des entreprises dirigées par les femmes. Oui, les femmes, nous faisons un focus sur l'accompagnement des femmes dirigeantes d'entreprise parce qu'aujourd'hui, nous remarquons également que les femmes ont besoin de financement. Oui, on parle beaucoup de financement, mais nous mettons l'accent sur le renforcement de capacité. Le renforcement de capacité passe par l'éducation financière et l'initiation au digital. Aujourd'hui, la transformation digitale, avec le COVID-19, nous remarquons que nous ne pouvons pas nous passer d'Internet. Alors, nous mettons à cœur d'œuvre de faire connaître les outils et les richesses que nous pouvons avoir avec le numérique à toutes les femmes que nous accompagnons. Merci. Merci beaucoup, Madame Onine. On continue avec les femmes. Madame Awa Chende, je vous laisse vous présenter. Ok, bonjour tout le monde. Moi, c'est Adjara Wanchede. Je suis la cofondatrice de CEMA. Donc, CEMA, nous sommes dans le domaine de la formation, l'éducation principalement pour les jeunes Africains. Donc, on a deux cibles, ceux qui recherchent un emploi et également les entrepreneurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on met à leur disposition des cours, des outils pour pouvoir les aider à mieux atteindre les objectifs. J'ai aussi cofondé un temps Mentorat Club qui était une plateforme qui met en relation les jeunes mentors avec des entrepreneurs. Parce qu'on s'est rendu compte que les entrepreneurs ont souvent besoin d'accompagnement, ils n'ont pas les compétences qu'il faut pour amener leur entreprise à avoir une grande croissance. Donc, on les connecte avec des mentors un peu partout dans le monde pour que ceux-ci puissent les aider à mieux atteindre les objectifs. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, Monsieur El Hakmi d'Inouï Money. Bonjour à tous, je m'appelle Nabil Hakmi, je suis en charge de la direction marketing chez Inouï Money, qui est la filiale de l'opérateur télécom Inouï et qui a lancé ses services Mobile Money depuis septembre 2019. Voilà, j'ai une expérience globale de 20 ans dans les télécoms, dans 2 opérateurs télécoms, dans 13 ans chez Inouï et je m'occupe depuis 2 ans du marketing chez Inouï, donc la conception des offres Mobile Money qui a pour cible tous les Marocains. Voilà, je suis ravi de participer à cette conférence. C'est l'occasion de partager, de faire le point en fait sur le paiement mobile au Maroc et de partager un premier retour d'expérience de ces 18 mois d'activité. Merci. Merci beaucoup, Monsieur El Hakmi. Alors, merci à tous les trois pour ces présentations et pour avoir partagé aussi accepté de partager votre vision avec nous aujourd'hui. Donc là, on va rentrer en plein cœur du sujet. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur El Hakmi, si vous voulez bien, en abordant donc le paiement mobile qui s'est développé vraiment de façon impressionnante ces dernières années et notamment sur le continent africain, au point d'assurer dans certains États la majorité des transactions financières. Alors,
dans quelle mesure le Maroc tire-t-il profit justement de cette expérience africaine? Alors, en tant qu'opérateur télécom, cette transition numérique, elle représente une réelle opportunité pour créer de la valeur. On sait tous que le marché télécom, il est saturé, c'est le cas au Maroc. Le prix de la minute ne cesse de baisser et même l'augmentation des revenus data, elle est assez limitée par l'explosion des OTT. Donc, cette transition digitale, vraiment, elle permet d'ouvrir un nouveau marché qui est donc le paiement mobile, le mobile money, qui constitue aujourd'hui un vrai relais de croissance parce que ça permet d'adresser un nouveau marché, de nouvelles cibles. Alors effectivement, avant de lancer, on a vu un peu les expériences partout dans le monde. On voit qu'en Afrique, ça marche très très bien. C'est parmi vraiment les leaders du mobile money dans le monde. Et on a vu en Afrique, sur les principaux pays, le Kenya, où ça s'est vraiment développé, le Côte d'Ivoire et tout, que l'activité elle a été drivée par les opérateurs télécoms, qui ont capitalisé sur deux choses, sur leur base clientèle, qui est une base solide pour créer et recruter des clients actifs, et aussi sur leur réseau de distribution qui est déjà installé et qui leur a permis de créer un réseau d'agents capillaires qui permet aux usagers d'être servis partout. Il y a aussi la proposition de valeur qui se base sur deux éléments majeurs. C'est des parcours et des services simplifiés. Il ne faut pas oublier que les services financiers, ça peut faire peur à une partie de la population qui n'est pas bancarisée, donc qui n'a pas accès aux outils financiers. Donc, il faut que le service soit le plus simple possible, que les parcours soient le plus simples possible, et aussi les grilles tarifaires qui doivent être très transparentes et avec des tarifs très compétitifs comparés aux produits financiers classiques. Donc, c'est en proposant des tarifs gratuits, sinon facturés à des tarifs dérisoires ou insignifiants, que ça a vraiment décollé en Afrique. Après, le Maroc, il a ses spécificités. Contrairement aux pays d'Afrique subsaharienne, la couverture bancaire au Maroc est assez développée. Et les organismes de transfert de cash, de paiement de services sont assez développés au Maroc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le mobile money au Maroc, il peine encore à trouver sa vraie cible et il peine encore à décoller. D'un autre côté, il y a d'autres côtés positifs, c'est que nous aussi, au Maroc, on dispose d'un cadre juridique et réglementaire qui est favorable et qui a permis de lancer un système mobile money nativement interopérable. Il faut savoir qu'un EDP ne peut lancer ses services au Maroc que s'il est interopérable avec l'ensemble des autres établissements de paiement. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les pays d'Afrique où l'interopérabilité, elle intervient en aval et pas en amont. Donc, ça démontre en fait que le régulateur au Maroc, il a l'ambition d'aller vite. On a vu aussi, à cause en fait de la pandémie du Covid-19, que l'environnement réglementaire, il peut aussi évoluer. Donc, il y a eu des ajustements. On a eu la possibilité de recruter des clients à distance de manière digitale sans avoir besoin de passer dans le point de vente pour créer le compte. Il y a eu beaucoup de simplifications concernant le recrutement des agents et des marchands. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les ingrédients, ils sont là. Toutes ces mesures, elles visent à développer l'usage et à encourager l'acceptation du paiement mobile. Maintenant, nous ne sommes qu'au début. On n'a pas encore l'expérience, ça reste vraiment très récent, on parle de 2 ans. Nous n'avons pas encore l'expérience des pays africains. Et en fait, tout l'enjeu au Maroc, c'est de convaincre le client et de convaincre l'agent détaillant de l'opportunité que ça représente. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, si un client il veut faire un transfert d'argent, il a l'embarras du choix. S'il veut payer ses services, ses factures, là aussi, il trouve à côté de chez lui plein d'organismes qui offrent les services et il peut le faire en cash. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des incentives et que ça soit poussé au très haut niveau, au niveau des autorités, pour que les clients et les détaillants adhèrent au mobile money. Merci beaucoup, Monsieur Al-Hakmi, pour nous avoir éclairé sur vos projets. C'est très intéressant de voir qu'un opérateur économique qui a déjà une clientèle
très large sur un service peut aujourd'hui, grâce à la transition digitale, finalement, élargir son offre et développer de nouveaux métiers. Alors, d'ailleurs, nous avons aujourd'hui avec nous donc Madame Onine, qui, elle, est une professionnelle donc, de la finance et qui pourra nous dire que le digital représente aujourd'hui une véritable porte d'entrée sur le monde des affaires. Alors, business et digital sont étroitement liés, fait avéré notamment, comme vous le disiez, Monsieur Al-Hakmi, avec l'arrivée donc de la pandémie du Covid-19, qui n'a fait qu'accroître l'utilisation des nouveaux outils digitaux, et notamment financiers tels que, par exemple, la crypto-monnaie. Alors, Madame Onine, selon vous, quelle opportunité représente la crypto-monnaie justement pour la population africaine? Merci pour la question. L'intérêt pour la crypto-monnaie aujourd'hui, on remarque surtout dans les pays anglophones comme le Nigeria, ils sont vraiment prisés par rapport à cette nouvelle monnaie. Parce que surtout quand on considère que le Naira, qui est leur monnaie, a été dévalué. Donc là, aujourd'hui, sur une étude qui a été menée en 2020, je pense que 32% des Nigériens qui ont participé à l'enquête, par exemple, utiliseraient la crypto-monnaie. Le taux est de plus en plus élevé et le Nigeria serait parmi les 3 pays au monde, les 3 premiers pays au monde à utiliser la crypto-monnaie. Et selon ces estimations, parmi les 10 premiers pays ayant un volume élevé des échanges, le Nigeria s'est classé 3e après les États-Unis et la Russie en 2020, ce qui génère 400 millions de dollars de transactions. Donc, et quand on prend la population africaine, qui est aujourd'hui 3 sur 5 Africains ont moins de 30 ans. Donc, on voit un peu l'engouement de la jeunesse quand même pour cette monnaie virtuelle. Et c'est vrai que les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, par exemple le Bénin, le Togo, ne sont pas tant que ça portés sur la crypto-monnaie, mais ils font beaucoup de transactions via le digital. Et aujourd'hui, la transaction digitale est une vraie opportunité pour les jeunes et surtout les femmes. Quand on considère notre contexte socio-culturel où on a un taux de chômage élevé, on a encore les femmes qui ne sont pas très autonomisées ou dans certaines régions, elles ne peuvent pas sortir travailler. Le numérique est vraiment une opportunité parce que de chez elles, elles peuvent travailler, elles peuvent vendre leurs articles sur WhatsApp, sur Facebook. Elles peuvent même proposer leurs services en tant qu'assistantes virtuelles. Et pour celles qui sont consultantes, aujourd'hui, LinkedIn est la plateforme idéale pour trouver des marchés. Donc, je pense que ça représente une réelle opportunité. Également, nous, on œuvre également pour l'autonomisation des femmes et surtout réduire le gap entre les zones rurales et les zones urbaines parce qu'en zone rurale, on n'a vraiment pas d'électricité avant maintenant de parler d'Internet. Donc, on travaille sur l'alphabétisation digitale et comme le dit Edith Brou, l'alphabétisation digitale vise à créer des citoyens capables de fonctionner efficacement dans le monde du 21e siècle. Cela passera donc par le développement de compétences technologiques pour tous afin qu'ils puissent facilement utiliser un ordinateur et les outils de communication. Donc, nous avons une initiative qui est WIN, qui vise à trouver des partenaires pour former dans les zones rurales les jeunes filles et les jeunes garçons à maîtriser ne serait-ce qu'un téléphone et à pouvoir développer leur activité avec ces petits outils. Merci beaucoup, Madame Onine, pour votre expérience et votre engagement, surtout que vous œuvrez vraiment pour une transition digitale vraiment inclusive et ça, c'est vraiment exceptionnel. Merci beaucoup pour votre expertise aussi. On va donc passer avec Madame Awan Chende parce que nous allons maintenant parler des jeunes acteurs de la transition numérique qui sont notamment les entrepreneurs. Et pour ces derniers, l'accès au financement n'est pas une tâche des plus aisées. Alors, Madame Awachende, vous avez cofondé la plateforme donc Sewema, avec laquelle vous accompagnez via des formations vraiment complètes de jeunes entrepreneurs dans la création de leurs projets. Alors, les problématiques relatives au financement de projets dans la tech en Afrique représentent un véritable challenge pour les entrepreneurs. Alors, quelles sont, selon vous, les solutions qui s'offrent à eux aujourd'hui et de quelle façon Sewema les accompagne? Okay.
Donc, je disais qu'aujourd'hui, la problématique du financement des startups en Afrique est un débat qui est d'actualité. Beaucoup de personnes en parlent, on organise beaucoup d'événements autour. C'est vrai que les startups ont du mal à obtenir du financement nécessaire pour pouvoir valider, déjà même pour pouvoir créer le produit, le prototype, pour pouvoir développer ce produit-là, pour pouvoir avoir une bonne croissance. Le challenge de financement, il est là, mais je pense que la véritable problématique, ce n'est pas forcément au niveau du manque de sources de financement. Il y a quelques années, il y avait un réel problème où les startups n'arrivaient pas du tout à avoir accès au financement parce que les solutions disponibles, c'était les microfinances ou bien les crédits à la banque. Et on sait tous que les microfinances ne permettaient pas aux startups d'avoir en tout cas le montant dont ils ont besoin pour pouvoir se lancer. Et pour les banques, c'est compliqué jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas possible d'avoir un financement pour une startup dans une banque. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs sources de financement justement qui ont vu le jour parce que les gens, le gouvernement, les décideurs ont compris que les startups ont réellement un grand potentiel pour pouvoir développer l'économie en Afrique, pour pouvoir aider plus de jeunes à avoir de l'emploi, pour pouvoir réduire donc le taux du chômage. Les startups ont un potentiel aujourd'hui pour pouvoir aider à l'atteinte des objectifs de développement durable 2030. Donc, beaucoup de décideurs de gouvernement ont mis en place des actions aujourd'hui qui facilitent le financement aux startups. Donc, on peut citer parmi ça, notamment, il y a les business angels. Au Bénin, par exemple, on a le BIBAN qui a vu le jour il y a quelques années, il y a, je pense, un an et demi, qui aide aujourd'hui les startups à avoir facilement du financement. Il y a le Angel Network, il y a EBAN qui est au Nigeria et un peu partout en Afrique. Bref, il y a quand même plusieurs business angels qui sont là actuellement et qui sont prêts à financer les startups qui ont du potentiel. Il y a également les venture capital, il y a les fonds d'investissement, il y a les subventions, il y a les crowdfunding. Donc, juste pour dire qu'il y a quand même aujourd'hui assez de sources de financement disponibles pour les startups. Et je lisais la dernière fois un article sur la Partech Africa où il disait que les startups en 2020 ont levé plus de 1,7 milliard de dollars. C'est pas grand-chose quand on prend la Silicon Valley et les autres pays où il y a des levées de fonds beaucoup plus grandes. Mais je pense que c'est quand même un très bon début ici aussi en Afrique. C'est moins qu'en 2019 où c'était à plus de 2 milliards, mais c'est quand même une levée de fonds assez importante. Donc, ça montre qu'il y a quand même des investisseurs qui sont prêts aujourd'hui à investir dans les startups africaines. Mais je pense que le challenge principal au niveau des startups, il y a un challenge sur la préparation à cette levée de fonds. Et c'est justement où nous, on intervient avec CEMA, où on propose un parcours entrepreneur pour aider les startups à être outillés comme il faut pour pouvoir faire cette levée de fonds. La majorité des entrepreneurs aujourd'hui, quand ils se lancent, ils se focalisent plus sur la technique. Tu vas les entendre parler d'intelligence artificielle, de blockchain et tout. C'est vrai que c'est important, mais ça n'aide pas à lever les fonds parce que l'investisseur, il n'a pas sa plus grande question, c'est pas quelle est la technologie que tu as utilisée pour développer ton application. Là, je parle des startups purement tech et tout. Mais sa question, c'est quoi ta proposition de valeur? C'est quoi ton business model? Quels sont tes objectifs? Comment tu comptes les atteindre? Quelle est l'équipe que tu mets en place? Quelle est la stratégie que tu as mis en place pour pouvoir atteindre ces objectifs? Et les startups sont incapables de répondre à ces questions-là. Donc, du coup, quand l'investisseur, même s'il veut investir, il ne veut pas jeter son argent. Il veut investir dans quelque chose qui va lui rapporter justement, dans quelque chose qui a du potentiel. Et la réalité, c'est que les entrepreneurs, j'ai participé à plusieurs pitchs où les entrepreneurs ne sont pas prêts pour la levée de fonds. Quand ils viennent, les investisseurs sont disponibles, ils ont du financement, mais ils n'ont pas le nécessaire pour pouvoir convaincre ces investisseurs dans leur start-up. Donc, je pense que le challenge principal se situe à ce niveau-là. Et s'il y a aujourd'hui, si les startups travaillent plus à être prêts à cette levée de fonds, je pense qu'il y aura plus de possibilités pour elles de pouvoir lever les fonds auprès des business angels,
et des investisseurs, des venture capital et tout le reste. Merci. Merci beaucoup, Adjara, pour ce message très fort. C'est ce qui ressort de votre intervention. En fait, cette transition digitale donc, se veut avant tout donc, inclusive et surtout durable. Et les outils développés dans le cadre de cette transition représentent aussi de véritables atouts pour la population du continent. Alors, je vais revenir avec vous, monsieur El Hakmi, parce que le paiement mobile s'inscrit vraiment dans le cadre de la transformation numérique du continent africain. Et il est aussi perçu comme un levier d'inclusion financière. Alors, monsieur El Hakmi, quelles mesures prises par Inouï Money sont prises pour permettre l'accès au paiement mobile justement à toutes les populations? Alors, au Maroc, le paiement mobile est vraiment considéré comme le levier de la stratégie nationale d'inclusion financière qui a été développée depuis 2016 et qui a deux ambitions. La première, c'est la réduction des disparités quant à l'accès à l'utilisation des services financiers. Et la deuxième, c'est l'accélération du développement socio-économique du pays. Alors, on ne va pas y arriver rapidement, ça mettra du temps. Donc, aujourd'hui, on est dans la première phase. Donc, ce que nous avons mis en place concrètement, et d'ailleurs, on dresse un premier bilan très positif de cette première phase, c'est que nous avons mis en place une offre assez large qui adresse divers besoins. Aujourd'hui, avec Inouï Money, le client il peut transférer de l'argent, recevoir de l'argent depuis l'international, payer ses factures, que ce soit des factures des services télécoms ou des factures d'eau, d'électricité. Il peut aussi faire des paiements chez les marchands. Et grâce à l'interopérabilité aujourd'hui, un marchand recruté par un établissement de paiement, il peut accepter les paiements de tous les clients, de tous les établissements de paiement. Nous sommes aujourd'hui présents dans toutes les villes marocaines. On est présents, nos clients sont présents dans plus de 500 localités et nous sommes surtout accessibles à tous les Marocains parce qu'au-delà de l'utilisation d'une application mobile, on utilise des technologies robustes et simples comme l'USSD qui ressemble aux échanges par SMS, qui permet en fait à tous les Marocains, même s'ils ne disposent pas d'un smartphone, même s'ils ne disposent pas d'une connexion 4G, de se connecter directement sur son réseau de téléphonie mobile et d'utiliser les services financiers, de faire un transfert, de demander de l'argent, de payer une facture. Donc, et on propose le service en langue française, mais aussi en langue arabe. Donc, vraiment, personne n'est exclu au Maroc des services de paiement mobile. Après, en parallèle, on développe un réseau d'agents détaillants que nous sommes en train de recruter massivement et qui vont permettre à tous ces clients de pouvoir faire des opérations, ce qu'on appelle de cash-in et de cash-out, donc de dépôt d'argent et de retrait d'argent. Et c'est ce qui leur permet en fait d'utiliser les services de paiement mobile. Aujourd'hui, ce qu'on a aussi mis en place, c'est qu'on fait des animations régulières de notre base clientèle parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le client n'est pas encore convaincu de la pertinence ou de l'intérêt vu que l'offre elle est abondante au Maroc et que nous sommes plus un service de substitution au Maroc qu'un vrai besoin. On n'adresse pas un besoin inexistant comme c'était le cas en Afrique lors du démarrage du mobile money. Donc du coup, on fait des animations régulières pour que les clients soient encouragés à adopter le mobile money. Donc tout ça, c'est quelque part la première phase d'installation d'un usage régulier. Et par la suite, ce que nous ciblons, c'est qu'en termes de services, on proposera des services financiers, de microfinance, micro-épargne, microcrédit, mais cela nécessite du recul, ça nécessite de la connaissance client pour pouvoir faire du scoring et l'objectif étant de permettre à tous les Marocains, notamment les jeunes, les femmes, la population rurale, qui peuvent être exclus du système bancaire, d'accéder au financement de leurs projets. Et c'est ça, en fait, la finalité quand on parle d'inclusion financière. C'est que chacun, il pourra accéder à un crédit pour financer son projet et par conséquence, l'objectif, c'est de réduire la pauvreté. Et les avantages que peut représenter le paiement mobile à ce niveau-là, c'est que le crédit peut être accordé de manière instantanée et la procédure, elle est très simple.
C'est-à-dire qu'une fois on aura cumulé assez de données sur nos clients, on saura qui sont les clients à qui on peut accorder du crédit. Il peut faire sa demande du crédit et recevoir son crédit sur sa wallet dans les 5 minutes qui suivent. Donc, pas besoin d'aller dans une banque, de constitution de dossier, savoir s'il est éligible ou pas. Et donc, c'est tout ça, c'est ça en fait tout l'intérêt du paiement mobile. Merci beaucoup, Monsieur El Hakmi. Je pense qu'Inouï Money est vraiment le parfait exemple de l'outil inclusif. C'est extraordinaire ce que vous faites aussi pour faciliter donc l'accès au financement aussi pour notamment les startups, comme on en parlait tout à l'heure. Alors, un autre outil justement précieux pour les entrepreneurs, donc c'est l'éducation financière, et on va en parler avec Madame Oyin, parce que c'est une véritable arme de lutte contre justement l'exclusion financière, comme vous en parlez, Monsieur El Hakmi, et contre la pauvreté aussi, parce qu'il est nécessaire d'améliorer vraiment la compréhension des services financiers tout en sensibilisant les entrepreneurs sur les risques encourus pour favoriser des décisions financières vraiment autonomes et responsables. Alors, Madame Oyin, grâce à la création donc, de Wourami, vous accompagnez les PME en Afrique dans leur... J'ai perdu mon fil. Vous accompagnez les la tenue de leur comptabilité. Voilà, exactement. Comment développer leur entreprise également en allant vers les systèmes, les mécanismes d'accompagnement, ne pas se concentrer sur les banques uniquement ou les microfinances. Ce que nous faisons, c'est vrai qu'à l'école, on n'apprend pas comment on gère l'argent. Donc, on a des adultes aujourd'hui, on gagne de l'argent, mais on n'a pas appris comment le gérer. Donc, quand on a un projet, tout de suite, on ne se demande pas ce qu'on peut faire soi-même, comment on peut le développer, et tout le temps, on est tourné vers l'extérieur. Donc, Wourami accompagne les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises, les aide à gérer leurs finances et à mettre en place une stratégie qui va leur permettre de réduire leurs charges, déjà faire un état de lieu de ce qu'ils ont, de leur passif, de leur actif, et voir comment on peut réduire les charges et optimiser les ressources. Parce que pour une entreprise, sa première source de revenus, c'est les recettes. Donc, il est important de pouvoir vendre un produit. Même quand on a besoin de financement, on doit pouvoir d'abord vendre un produit et après, le financement servira peut-être à augmenter sa capacité de production. Mais on n'a pas besoin de financement externe pour créer ou bien mettre sur le marché un produit ou un prototype. Donc, c'est surtout cet effort que nous faisons en leur montrant que la première chose qui parlera pour leur entreprise, c'est la qualité de leurs produits et déjà de savoir comment ils peuvent fidéliser leur clientèle. Parce que le bouche à oreille, malheureusement, aujourd'hui, c'est le premier outil qu'on a. Sur Internet, quelqu'un fait un mauvais commentaire sur vous rapidement, ça peut laisser à désirer votre produit. Donc, c'est ce travail que nous faisons et nous mettons également l'accent sur les femmes en zone rurale. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise du COVID-19, on a beaucoup d'innovation au Bénin, même Mobile Money, on a des entreprises comme Kakiapé aujourd'hui qui font des choses extraordinaires, ne serait-ce que l'acte de naissance ou bien le casier judiciaire où parfois des gens doivent faire 500 km pour venir à la capitale, pour venir au tribunal demander. Aujourd'hui, par Mobile Money, vous pouvez payer et avoir vos pièces dans votre boîte mail. Ce sont des solutions, oui, qui sont très utiles et faciles pour les personnes lettrées. Une fois encore, il y a ce gap-là avec les personnes en zone rurale. Et quand on prend par exemple aujourd'hui le Mobile Money, MTN au Bénin, il y a environ 2 mois, il y a eu un petit incident où ils ont prélevé 500 francs CFA, ça fait moins d'1 euro sur des comptes Mobile Money. Malheureusement, ça a créé une perte de confiance chez ces cibles-là en zone rurale parce que nous, on travaille depuis des années à les amener vers les solutions mobiles, mais ça crée une perte de confiance, ce qui fait qu'on doit encore tout reconstruire. Aujourd'hui, dès qu'on leur fait un paiement sur Mobile Money, le premier réflexe, c'est d'aller retirer leur argent parce qu'ils se disent que l'opérateur va les déposséder de leurs biens. Donc, tout ça, c'est du travail qui doit être fait et nous mettons une fois encore l'accent sur l'éducation financière en zone rurale parce que
durant la crise du Covid, on l'a ressenti parce qu'on a eu un cordon qui était installé qui ne pouvait pas permettre aux personnes du Nord, par exemple, de venir au Sud. Mais on a remarqué sur les produits de première nécessité qu'on a achetés qui ont triplé de prix parce que le coût du transport revenait beaucoup plus cher. Si on prend par exemple une étude d'Intel, si 600 millions de femmes étaient connectées à Internet en 3 ans, le PIB mondial augmenterait de 13 à 18 milliards de dollars, en sachant que les femmes représentent la moitié de la population africaine et que les 40 milliards d'heures consacrées par an à la collecte d'eau pour les femmes en Afrique subsaharienne pouvaient être mises à contribution, ne serait-ce que pour développer leurs compétences technologiques. Donc, vous voyez, on a tout un potentiel qu'on n'exploite pas et c'est surtout pour cela que Ourami aujourd'hui, grâce à des partenaires comme l'AFD, la GIZ, travaille pour vraiment donner ces capacités à ces femmes-là pour pouvoir nous aider plus et pouvoir la création de richesses. Merci. Merci beaucoup, Madame Meunier. C'est vraiment un soutien décisif que vous apportez à ces entrepreneurs et notamment ces femmes qui sont vraiment demandeuses d'accompagnement pour être justement toujours plus compétitives. Monsieur El Hakmi, est-ce que vous voulez rebondir sur un des aspects de l'intervention de Madame Meunier? Je vous propose. Oui, alors justement, elle a très bien dit, c'est qu'aujourd'hui, une bonne partie, même des clients qui sont bancarisés au Maroc, nous avons à peu près 35% des clients qui sont bancarisés. Mais ce qui est frappant, c'est que la majorité de ces clients, ils utilisent leur compte bancaire juste pour recevoir leur paiement ou leur virement. Après, ils vont aller directement faire un retrait et rares sont ceux qui vont garder l'argent sur le compte bancaire pour faire des transactions financières. Parce qu'effectivement, il y a cette question de confiance qui est clé, c'est une question clé parce que c'est très difficile de gagner la confiance des clients et c'est tout l'enjeu, c'est que la proposition du paiement mobile soit assez crédible, que les clients aient confiance pour déposer de l'argent sur une wallet et de s'assurer qu'à n'importe quel moment, ils peuvent s'adresser à un agent, à un épicier du coin pour pouvoir retirer leur argent. Et c'est ça toute la difficulté de l'exercice aujourd'hui. Mais c'est effectivement un point clé. Et quand la confiance elle est rompue, s'il y a des problèmes techniques ou un client ne peut pas accéder à son argent, le pari est perdu. Donc ce point-là, il est très important. Une fois que les clients ils vont laisser leur argent et qu'on va leur proposer assez de services pertinents et qu'il sait qu'en utilisant des services, il pourra profiter de crédit, il pourra profiter de vrais services financiers. Donc là, on pourra développer réellement le mobile money. Merci beaucoup, Monsieur El Hakmi, pour avoir rebondi sur l'intervention de Madame Meunier. On va rester dans la notion d'accompagnement, comme on en a pu discuter avec Madame Meunier, pour les entrepreneurs, notamment donc dans la tech, qui font face au challenge de la recherche d'investisseurs. Donc, on en parlait tout à l'heure avec Madame Awanchende. Alors, vous avez commencé à aborder le sujet tout à l'heure. Et justement, ma question, c'était, selon vous, de quelle façon serait-il possible de mobiliser justement davantage les investisseurs, tant sur le continent africain d'ailleurs que sur le reste du monde, afin de rendre les investissements dans la tech africaine le plus accessible justement pour les entrepreneurs? OK. Pour mobiliser davantage les investisseurs sur le continent africain et dans le reste du monde, je pense qu'il est d'abord important, comme je le disais, on a besoin d'avoir des entrepreneurs, des équipes qui s'investissent dans les domaines où ils sont experts, où ils ont des compétences, des entrepreneurs qui peuvent donner aux investisseurs la garantie de leurs connaissances, de leurs compétences, de leur capacité à délivrer rapidement, à délivrer de la bonne façon les objectifs qu'ils se sont fixés, à amener la start-up à avoir une forte croissance. Si les start-up africaines déjà parviennent à outrepasser ces facteurs qui entravent l'accomplissement de leurs desseins, je pense que les financements seront déjà plus apportés de main pour les entrepreneurs. D'autre part, je pense qu'il faut que le gouvernement, les structures d'accompagnement aussi, il faut que ces structures d'accompagnement puissent travailler ensemble pour pouvoir avoir une vision plus claire des besoins et avoir une feuille de route qui favorise l'unité d'action
parce que comme je le disais, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place, il y a de plus en plus de structures d'accompagnement, mais s'ils travaillent ensemble, ils auront plus d'impact et plus de résultats. Donc, cela va permettre de mettre un accent sur les interventions à haut impact, d'éviter les doublons, parce qu'il y a souvent des personnes qui font la même chose, alors qu'ils s'ils se mettent ensemble, ils auront plus de résultats. Et ça va permettre aux structures d'accompagnement de pouvoir plus facilement eux aussi atteindre leurs objectifs. Je pense qu'il faut aussi que les structures d'accompagnement puissent monter en compétences, puissent développer eux-mêmes d'abord leurs compétences pour pouvoir mieux servir les entrepreneurs et ainsi les aider à être prêts pour la levée de fonds. Et si toutes ces actions sont mises en place, je pense que la levée de fonds sera plus accessible déjà en Afrique et dans le reste du monde. Merci. Merci beaucoup, Adjara. Alors, je me permets une autre petite question. D'après votre expérience, les investissements justement dans les startups, notamment dans la tech en Afrique, les investissements viennent plutôt du continent ou viennent plutôt de l'extérieur justement, actuellement? Actuellement, je dirais que la tendance est en train de changer. Avant, ça venait plus de l'extérieur, mais aujourd'hui, comme je le disais, je pense que le gouvernement, les décideurs africains ont aussi compris l'importance des startups. Quand les startups ont commencé il y a quelques années, personne ne comprenait réellement ce que c'était. Les gens voyaient que c'était des entreprises à risque élevé, donc personne ne voulait investir. Mais je vois qu'aujourd'hui, les gens comprennent mieux. Je rencontre de plus en plus de personnes, des Africains qui sont assez bien placés et qui sont prêts à investir dans les startups aujourd'hui. Donc, je dirais que la tendance elle est en train de changer et les investissements commencent à venir plus des Africains que de l'extérieur. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que Madame Onine, vous voulez rebondir ou Monsieur El Hakmi? Je vois Madame Onine, allez-y. J'aimerais compléter ça. Adjara a fait un réel diagnostic par rapport aux structures d'accompagnement qui devraient se compléter. Parce que quand les structures d'accompagnement travaillent ensemble, ce sont les entrepreneurs qui en bénéficient. On parle de financement aujourd'hui. Moi, les entreprises ou bien les entrepreneurs que j'accompagne, nous travaillons à les orienter vers les solutions alternatives de financement. Aujourd'hui, nous avons un monsieur qui fait un travail formidable sur le continent. C'est Tony Elumelu, c'est le programme Tony Elumelu qui finance depuis 7 années maintenant les entrepreneurs africains à raison de $5 000. Donc, vous n'avez même pas besoin d'avoir une entreprise bien formelle. Si vous avez votre idée, il peut vous financer. Et je pense que ce genre d'initiatives sont à féliciter. L'année dernière, par exemple, si on prend l'exemple du Bénin, le gouvernement béninois, par l'agence de développement CMS-City, a accompagné cette initiative avec $50 000. Et cette année, tenons-nous bien, l'Union européenne a rejoint ce groupe-là avec $250 000 uniquement pour les femmes. Donc, vous voyez ce financement-là qui vise à accompagner 3 000 entrepreneurs par an sur toute l'étendue de l'Afrique dans les 54 pays. Mais si les structures d'accompagnement n'ont pas ces informations, comment pourraient-elles aider ces entreprises à bien bénéficier de ces financements-là? Donc, pour ceux qui nous regardent, s'il y a ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller aujourd'hui sur Internet parce que l'appel à candidature, la clôture, c'est le 31 mars. Donc, voilà, c'est cette opportunité déjà de financement de $5 000 que je voulais partager avec ceux qui nous suivent. Merci beaucoup Ayodele pour avoir relancé justement l'appel à candidature de cette formidable organisation justement. Et c'est une belle opportunité pour la jeunesse africaine. Est-ce que Adjara ou Nabil, vous voulez rebondir? Oui. Peut-être, je vais rebondir. En fait, sur le mobile money dans le cas du Maroc, c'est pas vraiment une question de financement, mais là où ça se rejoint, c'est que c'est une question de mobilisation. Et c'est une question de mobilisation de tous les acteurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça ne décolle pas encore. Il faut vraiment une volonté à tous les niveaux, qu'il soit établissement de paiement, autorité de régulation, banque, pour réussir deux principaux enjeux. Le premier étant de pousser
pour limiter au maximum l'utilisation du cash. Aujourd'hui au Maroc, il y a tous les établissements étatiques et publics, quand ils doivent verser les allocations, soit le bénéficiaire, il dispose d'un compte bancaire, il va le recevoir sur son compte bancaire, soit il n'a pas de compte bancaire, il recevra un mandat et il devra se déplacer chez un organisme pour le récupérer en cash. Donc aujourd'hui, s'il y a une volonté à tous les niveaux pour que cette distribution soit faite directement au niveau de wallet pour la population non bancarisée, c'est sûr que ça va énormément aider à faire décoller le mobile money. Et on l'a vu lors de la distribution des aides au Maroc, lors des 3 premiers mois de confinement, il y a eu distribution des aides aux populations qui ont perdu leur travail. Et il y a certains EDP donc, qui ont participé à cette opération de distribution. Donc, ça démontre qu'il y a du potentiel. Après, il faut effectivement que les EDP prouvent en fait leur solidité, la capacité de gérer la liquidité, d'avoir de l'argent disponible quand un client se présente pour récupérer son argent. Mais aujourd'hui, on a un antécédent et il faut continuer sur ça. Il faut vraiment de la mobilisation au plus haut niveau pour imposer la limitation de l'utilisation du cash. Et le deuxième enjeu pour réussir le mobile money, c'est qu'une fois cette volonté est perceptible sur le terrain, il faut que les EDP jouent leur rôle. Donc, il faut qu'ils aient des offres très attractives. Il faut donner envie aux clients d'utiliser l'argent qu'il a sur sa wallet au lieu d'aller le retirer directement. D'ailleurs, parmi les rares services qui sont facturés, c'est le retrait d'argent. Il y a globalement sur le mobile money, les clients ne payent que le retrait d'argent ou le transfert d'argent. Tous les autres services sont gratuits pour le client. Quand il paye des factures, quand il paye des recharges, quand il paye chez un marchand, tout ça c'est gratuit. C'est les partenaires qui utilisent le mobile money comme canal de paiement qui versent des commissions aux EDP. Donc si le client il est obligé d'avoir son argent sur sa wallet et que derrière il peut payer sa facture, transférer de l'argent à ses enfants, payer des services, payer chez les marchands et tout, ben, il n'aura pas de raison et à des tarifs assez faibles, voire inexistants, il va se poser la question avant d'aller retirer son argent. Voilà, donc c'est pour moi les deux enjeux clés pour que le mobile money décolle au Maroc, comme ce qu'on voit aujourd'hui dans les pays d'Afrique subsaharienne. Donc le mobile money a encore de beaux jours devant lui au Maroc alors. Ouais. On arrive à la fin de nos échanges. Pour l'instant, il n'y a pas de questions de l'audience. Est-ce que je peux vous inviter à faire chacun une petite conclusion de nos échanges et de la situation? Qui veut commencer? Ognine, Madame Ognine, allez-y. Merci. Pour ma conclusion, je rebondirai sur le sujet du mobile money une fois encore. Il est important que nos gouvernants puissent réguler ces transactions-là et également les taux. Les taux d'envoi sont élevés chez nous au Bénin. Monsieur a parlé tout à l'heure de l'avantage, par exemple, si moi je suis au Bénin et que je dois envoyer de l'argent à Adjara, par exemple, je vais payer l'envoi à Adjara, je vais lui envoyer l'argent, je vais payer l'envoi. Adjara, pour retirer, elle va également payer au moment du retrait. Donc, tous ces paiements alourdissent vraiment l'utilisation du mobile money. C'est vrai que lors du COVID-19, on a remarqué au Bénin, par exemple, que la CNSS, la pension pour les personnes âgées était payée par mobile money pour éviter à ces personnes de se déplacer, pour ne pas les exposer à la crise du COVID-19. Aujourd'hui, il y a le gouvernement également qui est en train de mettre en place les microfinances à l'AFIA par mobile money. Et on a également pour les familles ou bien les femmes défavorisées pour leur constituant un capital. On a remarqué qu'au début, les femmes n'étaient pas du tout ravies parce qu'elles devaient payer les frais de retrait pour ce montant qu'on devait leur envoyer. Donc, je pense qu'actuellement, les gouvernements sont en train de voir comment ils peuvent faire supporter eux-mêmes ces frais de retrait pour que les femmes n'aient rien à payer. Donc, je pense que ce qui alourdit, c'est ces frais de retrait, ces frais d'envoi qui font qu'on n'a même pas envie, même des personnes comme moi,
quand je peux me passer du mobile money, franchement, je préfère utiliser l'espèce. Donc, je pense qu'on devrait plus essayer de moins, de revoir le système pour qu'on paye moins. Et voilà, en mot de fin, je dirais merci déjà au comité d'organisation. Ça nous a permis d'échanger et de rencontrer de nouveaux acteurs. Et c'était un plaisir pour moi d'avoir pris part à ce panel. Merci beaucoup, Ayodele. Bon, bah, du coup, mot de la fin pour le mobile money. Oh, formidable opportunité, mais des petites améliorations à faire. C'est ça, monsieur Alakmi? Alors, je dirais pas petite. Pour moi, le chemin, il est encore lent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en avance sur certains chantiers, comme le chantier réglementaire, où c'est assez avancé. Les établissements de paiement, ils ont été intégrés dans la loi bancaire. Le cadre réglementaire, il est là. La question, c'est qu'aujourd'hui, comme a dit Madame Ayodele, c'est qu'un client qui veut utiliser un service en cash, ça lui coûte 0 dirham, ça ne lui coûte rien. Il ne faut pas que l'utilisation du mobile money vienne le pénaliser. Le client, il doit au contraire, il doit y voir un intérêt. C'est pour ça que nous mettons de temps en temps, par exemple, des opérations de cashback. Le client l'utilise, il récupère un peu du montant de ses transactions. Je sais qu'en Afrique, il y a certains opérateurs de mobile money qui proposent continuellement des remboursements, des cashbacks sur les transactions effectuées. Donc, et je ne pense pas que ça va être suffisant. C'est-à-dire que le client, comme j'ai dit, il faut que ça soit, entre guillemets, imposé quelque part, que le client, il reçoive son argent sur la wallet, mais en même temps que le service, les tarifs ne soient pas rédhibitoires. Il faut que les tarifs soient hyper intéressants. Il y a, par exemple, ici au Maroc, nous, quand on a mis notre grille tarifaire sur le transfert d'argent et sur le retrait d'argent, on est à peu près 50% moins cher que les organismes de transfert physique. Donc, on fait un effort. Après, effectivement, il faut toujours, ce n'est pas nécessairement pour dégager des bénéfices, mais c'est au moins pour pouvoir rémunérer les agents. Parce que c'est ça, en fait, c'est que l'agent derrière qui va mobiliser de l'argent pour effectuer des opérations de cash-in, cash-out, il doit être rémunéré. Et aujourd'hui, par exemple, nous, on ne facture pas le dépôt d'argent. Donc, le cash-in, le dépôt d'argent n'est pas facturé, il est gratuit, même si nous, on verse une commission pour les agents. Donc, nous faisons ces efforts. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisant, même si dans le cas de InUiMoney, on réussit à faire plusieurs milliers de transactions par jour. Donc, c'est bien, mais on est encore loin des millions de transactions quotidiennes enregistrées en Afrique subsaharienne. Voilà. Donc, le chemin est encore lent, mais on est sur de bonnes rails. Merci beaucoup, monsieur Alakmi. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Awachende, le mot de la fin? Oui, pour finir, je vais rebondir sur le financement des startups. Je vais revenir sur le premier point, qu'il est important pour les startups aujourd'hui de réellement avoir cette formation pour pouvoir être prêt à la levée des fonds, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont aujourd'hui proposées aux startups. Même l'année passée, le gouvernement ici, ils ont lancé une compétition, si je ne me trompe pas, qui était à hauteur de 25 millions de francs CFA. Ce n'est pas petit. Donc, les startups doivent vraiment se préparer à cette levée de fonds pour pouvoir convaincre les investisseurs pour qu'ils puissent investir le montant nécessaire pour pouvoir grandir. Aujourd'hui, la remarque, c'est que les startups qui reçoivent le plus de financement, ce sont les startups dans les pays anglophones comme le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud. Les plus grosses levées de fonds jusqu'à ce jour ont été faites par ces startups-là. Et ici, en Afrique francophone, il n'y a pas eu de grosses levées de fonds. Et je pense que l'avantage qu'eux, ils ont, c'est réellement cette préparation-là. Donc, il faut que les startups même prennent conscience qu'il y a un problème. Il faut que, en tant qu'entrepreneur, que je puisse moi-même chercher au-delà de créer un bon produit qui résout un problème, que je puisse me préparer à aller vers les investisseurs. Et aussi, il faut que le gouvernement, les acteurs puissent se mettre ensemble pour pouvoir avoir plus d'impact. Je vois beaucoup de petites actions qui se font
Mais si ces personnes décident aujourd'hui de s'accompagner, de se mettre ensemble, je pense qu'elles peuvent avoir plus d'impact. Et là, ça va plus nous aider en tant qu'entrepreneurs. Ça va nous aider à plus facilement pouvoir atteindre nos objectifs parce qu'on ne le cache pas, c'est vraiment compliqué aujourd'hui en tant que start-up de pouvoir se développer. Mais avec les actions qui se font, je pense qu'on va très vite y arriver. Donc, merci pour cette initiative Made in Africa. Je ne connaissais pas avant que Angéline me contacte. Je trouve vraiment innovant et intéressant ce que vous faites et c'était un plaisir pour moi de participer à ce Blog Talk aujourd'hui. Merci beaucoup, Adjara. D'ailleurs, dans l'audience, on a Nathalie Nkoulou qui vous remercie pour ces échanges enrichissants et qui me demande de la mettre en contact avec vous, justement, car elle est du Cameroun, elle est entrepreneur et elle a beaucoup de difficultés à trouver un financement qui a été refusé par les banques et les microfinances locales. Donc, je me permettrai de mettre Nathalie en contact avec vous également, Madame Onine et Madame Ouachende. D'accord, avec plaisir. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre engagement, votre inspiration. Vous représentez vraiment chacun à votre niveau de véritables moteurs pour la transition digitale du continent. Donc, encore une fois, merci au nom de Made in Africa pour les valeurs fondamentales que vous véhiculez. Aujourd'hui encore, on a pu démontrer qu'en Afrique, il y a des compétences et des ressources extraordinaires pour relever les défis de demain. Alors, restons connectés tous ensemble sur Made in Africa afin de poursuivre ces échanges. Et il me reste à vous souhaiter une très, très belle journée à tous et à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.